Chères participantes et chers participants, il est temps maintenant de passer à une énergie renouvelable très abondante et qui ne dépend ni des fluctuations atmosphériques des jours ou des saisons. Il s'agit de l'énergie géothermique. Nous allons passer en revue le potentiel global, le type de géothermie, à savoir la chaleur basse et moyenne profondeur, ou bien pour de l'électricité et de la chaleur, et ça c'est essentiellement les grandes profondeurs. Et finalement, nous ferons le résumé de leurs caractéristiques générales et passerons à quelques conclusions. Comme nous le voyons sur cette coupe de la Terre, 99% de sa masse est à plus de 1000 degrés. La majorité du flux géothermique à la surface de la Terre provient à 60% de la décroissance d'éléments radioactifs et le reste provient d'un lent refroidissement du manteau et du noyau. La croûte terrestre dans laquelle nous pouvons actuellement exploiter cette énergie n'a qu'une épaisseur d'une trentaine de kilomètres et on n'en explore que les 5000 premiers mètres actuellement, c'est-à-dire un millième. Le flux géothermique est loin d'être constant géographiquement, comme on peut le voir sur cette carte. Il est très élevé dans les zones rouges le long des failles volcaniques. Il est en moyenne de près de 80 milliwatts par mètre carré, ce qui fait un flux global mondial qui est de l'ordre de 44 000 gigawatts, sachant par exemple que la consommation suisse d'énergie finale, comme nous l'avons vu à la leçon 2, était de 22 gigawatts. Donc 44 000 et 22, on voit les proportions. C'est un flux important, mais il est tout de même 4000 fois plus faible que le flux solaire moyen. La géothermie est surtout connue pour des sources géothermales. Ces ressources trouvent leur origine dans les infiltrations d'eau le long des couches géologiques. Ces eaux sont chauffées en profondeur et remontent à des niveaux de profondeur accessibles autour des 500 mètres à 1 km de profondeur, facilement accessibles à l'aide de forages. Elles peuvent alors alimenter des bains thermaux, des serres ou éventuellement des réseaux de chauffage à distance à basse température. Parfois, de l'eau chaude peut aussi être récupérée de tunnels et nous en avons toute une série en Suisse où on peut le faire. Commençons d'abord par la chaleur à basse température. La nappe phréatique, aussi réchauffée naturellement par la géothermie, entre 8 et 12 degrés, peut être parfois utilisée pour alimenter en chauffage par l'intermédiaire de pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, qui peuvent être électriques ou à gaz naturel, permettent de remonter le niveau de température jusqu'au niveau de température des réseaux de chauffage de bâtiments. Elles fonctionnent comme un frigo, mais au lieu de prendre la chaleur dans la nourriture stockée, la chaleur est prise à l'aide de sondes prélevant l'eau de la nappe phréatique, la refroidissant et la rejetant à une distance suffisante pour pas que le refroidissement de la nappe vienne perturber la température à la sonde de prélèvement. Ces installations sont parfois interdites dans des zones sensibles pour éviter les risques de contamination accidentelle. L'application de loin la plus répandue et en forte augmentation est l'utilisation de sondes géothermiques verticales à circuit fermé qui fonctionnent comme des échangeurs de chaleur dans lesquels il n'y a pas de contact direct entre le terrain et l'eau du circuit. Selon la profondeur des sondes et la saison, la température de captation peut être de l'ordre de 4 à 12 degrés. Ces installations silencieuses, surtout si elles alimentent des chauffages à basse température comme les chauffages par le sol par exemple, ont un excellent coefficient de performance, voire normalement de 4 et plus. Une alternative relativement nouvelle et applicable aux bâtiments à multi-étages est d'utiliser les piles de géostructure comme capteurs de chaleur ou de froid, selon la saison. Ces installations fonctionnent
aussi avec des pompes à chaleur. On voit ici une représentation de ces piles qui supportent le bâtiment lui-même. Finalement, et pour ce même type de bâtiment, on peut coupler une pompe à chaleur avec un stockage thermique saisonnier constitué de champs de sondes géothermiques verticales dans les espaces verts autour des bâtiments. Typiquement, ces sondes sont espacées de 6 à 7 mètres dans ces champs de sondes verticales pour le stockage. C'est la solution choisie par exemple sur le nouveau campus de Hungerberg de l'ETHZ. Finalement, une solution encore émergente est la recherche de nappes d'eau profondes de plusieurs kilomètres permettant d'obtenir de l'eau ou de la vapeur à plus de 120 degrés pour pouvoir produire de l'électricité, voire souvent de l'électricité et de la chaleur en même temps. On utilise alors aussi un doublet et une sonde de captation avec une sonde de rejet qui doivent être suffisamment éloignées. Malheureusement, la Suisse n'est pas particulièrement bien placée pour de telles ressources. Un projet à Saint-Gall vient d'échouer à cet égard, mais il a été compensé par le fait qu'on a trouvé du gaz naturel. Comme dans notre pays, on ne trouve pas beaucoup de sources hydrothermales, on cherche à exploiter des roches granitiques relativement sèches, déjà naturellement fracturées, en possédant déjà une certaine porosité, qui vont fonctionner comme un gigantesque échangeur de chaleur vers 5 km de profondeur environ. Le problème de ces zones est qu'il faut généralement en stimuler les fissures par surpression d'eau, ce qui implique un risque de faible tremblement de terre. De telles tentatives ont été réalisées dans les années 80 en Cornouailles, en Grande-Bretagne notamment, mais les progrès sont très très lents et en Suisse, un projet récent à Bâle a dû être arrêté à cause du danger de mini-tremblements de terre. Sur cette image, on voit l'eau qui est prise et pompée à quelques 5 km et puis ensuite qui est rendue à sa source, mais à une certaine distance. Ainsi donc, on a un transfert de fluide qui va de la zone froide, de l'eau froide jusqu'à l'eau chaude, et tout ce volume constitue le volume d'échange dans la roche granitique. Cette eau chaude alimente ensuite l'échangeur d'une centrale à vapeur, pas forcément vapeur d'eau, souvent des vapeurs de fluide qui changent de phase un peu comme l'eau, mais qui sont un peu plus denses, et alimente ensuite, cette vapeur alimente les turbines et les génératrices, comme on le voit sur ce dessin. Et ici sont représentés aussi, dans les cas où on n'utilise pas la chaleur pour du chauffage à distance, des tours de refroidissement pour refroidir le cycle et refaire du fluide de travail sous forme liquide pour être pompé à nouveau dans l'évaporateur. Cette image résume l'ensemble des voies technologiques d'exploitation de la géothermie avec les niveaux de coûts en jeu. On voit que cela passe des installations avec pompe à chaleur à quelques dizaines de milliers de francs dans toute cette zone, voire quelques centaines de milliers de francs s'il s'agit d'un bâtiment avec stockage partiel. Et puis, on a des installations alors à des millions de francs ici, qui sont les installations de production d'électricité ou d'électricité et de chaleur. Parmi les centrales pour chauffage à distance, on peut citer la centrale de Riehen, près de Bâle, qui est la plus grande centrale de chauffage géothermique de Suisse, avec 2 forages séparés d'1 kilomètre, que l'on voit ici, et un réseau de distribution sur plus de 5 km qui alimente environ 160 consommateurs. Et cette centrale fournit 50% de l'énergie distribuée sous forme de chaleur, donc ça représente ici 20 gigawattheures. Le reste
est fournie sous forme d'électricité pour pompe à chaleur, de gaz, un peu de cogénération, électricité, chaleur, et de mazout pour des chaudières de pointe hivernale. Pour la production d'électricité, plus la chaleur de la source est élevée, plus l'efficacité de conversion est bonne et la rentabilité s'améliore. On voit sur cette carte les points les plus chauds en Europe, avec notamment le site de Sulz sur la frontière franco-allemande au nord de Bâle. La centrale de Sulz comporte 3 forages, capte de l'eau à environ 200 degrés à 5000 mètres, qui arrive ensuite à la centrale à 160 degrés à cause des déperditions de chaleur en cours de l'ascension de cette eau. Et elle est ensuite réinjectée à 50 degrés. Les coûts du projet sont de 80 millions d'euros pour une puissance électrique de 1,5 MW, ce qui donne un coût spécifique énorme de 60 000 francs par kilowatt installé, mais il s'agit d'une centrale pilote. Ça, c'est les températures moyennes et ça, c'est la profondeur. Donc la température augmente avec la profondeur et de l'ordre de 3 degrés par 100 mètres. Et cependant, ça c'est la moyenne, mais dans la réalité, lorsqu'on choisit des zones particulièrement bien positionnées, à ce moment-là, on voit, et ça c'est par exemple les 3 forages de Sulz, on voit que le profil s'écarte singulièrement de la droite standard, mais on arrive à la fin quand même à quelques 60 degrés de plus que ce que l'on aurait eu avec un gradient moyen si on avait mal choisi la zone de forage. Cette photo montre les équipements de surface avec la transmission de la chaleur à un cycle à vapeur d'isobutane. L'isobutane est un fluide de travail qui, comme l'eau, change de phase, mais est plus dense que l'eau dans la gamme de température recherchée, ce qui nécessite des tuyauteries de plus faible diamètre. Ce graphe montre d'une part les installations géothermiques en Suisse, avec en rouge les centrales à l'étude, qui parsèment tout le pays, en jaune les centrales en cours de construction, et on voit que c'est plutôt dans cette zone-là, et puis finalement les centrales en exploitation, et là on retrouve bien sûr en vert la zone de Rien dont j'ai parlé, et un certain nombre de zones en Suisse allemande, ainsi que Lavey-les-Bains qui est exploité dans la vallée du Rhône. Ceci montre qu'il existe un engouement certain pour la géothermie en Suisse, en dépit des incertitudes. La comparaison des coûts reste cependant préoccupante et les valeurs que nous avons introduites ici dans EnergyScope paraissent relativement optimistes, même si elles sont tirées de la littérature spécialisée. Parce qu'en effet, à Saint-Gall, ce qui était prévu, c'était un investissement de l'ordre de près de 17 000 francs par kilowatt électrique. Et on sait que ça n'a pas marché puisqu'ils n'ont pas trouvé la quantité d'eau suffisante et qu'ils ont trouvé du gaz naturel à la place. Et puis à Lavey, on voit que ce qui est prévu, c'est de l'ordre de 30 millions de francs pour une puissance électrique de l'ordre de 0,5 MW. Et ça nous conduit à 60 000 francs le kilowatt électrique installé. Et ça, c'est avec un petit élément de CAD, mais pas de manière conséquente. Donc, on voit que ces prix sont très, très élevés à l'heure actuelle. Comme nous l'avons dit, la plus grande partie de l'utilisation de la géothermie se fait en Suisse avec de l'eau de nappe ou de sonde verticale à relativement faible profondeur. Cette figure montre le développement important des pompes à chaleur au cours des 20 dernières années pour ce type d'installation en Suisse, avec près de 90 000 pompes à chaleur de type à sonde géothermique verticale et quelques 5 600
basé sur le principe du prélèvement dans la nappe phréatique. Ceci se traduit donc par un facteur 10 au cours des 20 dernières années avec cette courbe solide ici noire qui représente les pompes à chaleur avec sonde géothermique et un accroissement de l'ordre de 3 pour les pompes à chaleur qui travaillent directement sur la nappe phréatique. Voici un rappel de notre logiciel EnergyScope où on voyait la consommation d'énergie finale de 2011 ici et celle prévue en 2035 ici. Et on voit ici cette forte réduction qui est souhaitée du côté de ce qui est le chauffage non électrique des bâtiments. Et bien sûr que la géothermie va être un principal contributeur à cette diminution, en plus de l'amélioration des enveloppes des bâtiments. Et sur ce graphe, on montre en rouge, ça c'est pour l'électricité, on avait donc ces courbes qui montraient la consommation moyenne mensuelle. Eh bien, on voit ici en bas, en rouge, la partie géothermique qui est souhaitée, et ça c'est en 2050, pour la géothermie, l'électricité d'origine géothermique. Toutefois, et comme nous l'avons relevé, cette contribution est la plus incertaine de toutes les contributions renouvelables attendues d'ici 2050 dans les scénarios de la Confédération. La géothermie, si elle est exploitée sans excès localement, est une énergie renouvelable. En Suisse, le plus grand potentiel est pour le chauffage directement à l'aide de pompes à chaleur. Les sondes géothermiques peuvent alors être aussi utilisées pour faire du froid ou du refroidissement en été. La plus grande incertitude sur le futur est celle des centrales géothermiques de cogénération, électricité-chaleur ou électricité seule, car les coûts d'investissement sont actuellement extrêmement élevés et les perspectives comprennent beaucoup d'incertitudes. Il en va de même des quelques démonstrations technologiques qui se heurtent à d'importantes difficultés. Enfin, relevons que le grand avantage de la géothermie, c'est une énergie renouvelable dont l'accessibilité en continu toute l'année est garantie.